Bonjour à tous et bienvenue à une deuxième série de vidéos de physique. Ce coup-ci, ce sera les vidéos pour le cours d'électricité et magnétisme, donc le deuxième cours de physique du cégep là, pour les sciences nature. Donc, on part ça avec la section 1.1. Ici, on va parler de charge électrique. Donc, côté objectif de la section, ben, ça va être vraiment là, une introduction aux charges électriques. Donc, c'est quoi les signes des charges électriques? Dans quel cas est-ce qu'il y a répulsion ou attraction? Qu'est-ce qu'on entend par conservation de charge, quantification de charge? Et on va utiliser tout ça pour finalement expliquer le phénomène d'induction électrostatique. Alors, une petite introduction, là, ce qu'on appelle la charge électrique, le symbole qu'on va utiliser, c'est un Q minuscule. Et la charge électrique, ça fait longtemps qu'on s'en doutait, qu'on avait de la charge électrique dans les objets. Par contre, c'est Benjamin Franklin, que vous voyez ici, qui a été le premier vraiment à dire « OK, on va avoir des charges positives et des charges négatives ». Avant ça, on parlait de charge, mais ça n'existait pas. On ne faisait pas vraiment la distinction entre le positif et négatif. Donc, c'est Franklin le premier qui a fait ça. Puis honnêtement, je pense que vous les connaissez déjà. Là, dans le cas d'un atome, vous savez que dans le noyau, il y a des protons qui sont des particules positives. Il y a aussi des neutrons dans le noyau qui, eux, sont neutres, donc il n'y a pas de charge. Et autour du noyau de l'atome, ben, il y a des électrons dans les orbitales qui, eux, évidemment, sont négatifs. Donc, ce qu'on appelle la charge élémentaire, ça va être le petit e que vous avez là, et c'est tout simple. C'est pour signifier essentiellement c'est quoi la charge d'un proton et c'est quoi la charge d'un électron. La seule différence entre la charge d'un proton et d'un électron, ben, c'est le signe. Hein, vous voyez, la charge du proton, c'est E. L'électron, étant donné qu'il est négatif, ben, sa charge, ce sera moins E. On verra dans un instant, E, ça vaut quoi, là? Mais c'est juste une valeur, c'est une charge. Pour le neutron, ben, il est neutre, le nom le dit, donc Q égale à 0 dans ce cas-ci. On va faire un petit parallèle avec la force gravitationnelle que vous avez vu dans le premier cours de physique. Donc, on a un exemple ici entre la Terre et la Lune. Vous pouvez voir qu'il y a des forces gravitationnelles qui s'appliquent mutuellement. Hein? Il y a une force que la Lune fait sur la Terre, c'est celle-là ici. Ensuite, en réaction à ça, il y a aussi une force que la Terre fait sur la Lune, et c'est celle-là ici. Donc, vous voyez que la force gravitationnelle, c'est une force à distance et qui est attractive seulement. On ne peut pas pousser avec la gravité, on peut seulement attirer. Dans le cas de la force électrique, c'est un petit peu plus subtil. Ça ressemble un peu à la force gravitationnelle, mais une différence importante, c'est qu'il va falloir qu'on regarde le signe des charges pour savoir s'il y a attraction ou répulsion. Alors, pour continuer le parallèle, j'ai commencé ici par une attraction, un peu comme on avait avec l'attraction gravitationnelle. Donc, pour avoir une attraction électrique, ça prend deux charges de signes opposés. Comme vous voyez, celle de gauche est positive, celle de droite est négative. Dans une situation comme ça, nous aurons une force électrique attractive. Donc, vous voyez que la charge positive attire la négative vers la gauche et inversement, par action-réaction, si vous voulez, la négative va attirer la positive vers la droite. Après ça, pour avoir une force électrique répulsive, ben là, il y a deux cas de figure. Soit que les deux charges sont positives, comme vous pouvez voir, c'est répulsif. Hein? Les deux forces tendent à éloigner l'autre particule. Donc, c'est pour ça que c'est répulsif. L'autre cas de figure, c'est quand les deux charges sont négatives. Voilà. Donc, ça, c'est la principale différence avec la force gravitationnelle. Mais sinon, toutes les deux forces sont à distance. Ça a lieu under charge. Il faut qu'on regarde c'est quoi les signes pour s'assurer si c'est une attraction ou une répulsion. Le coulomb. Coulomb, c'est l'unité qu'on a pour définir la charge de quelque chose. C'est le C majuscule qui est là. Évidemment, ça a été nommé d'après M. de Coulomb, que vous voyez ici, là, qui était un Français. Bon, il avait fait une démonstration là, qu'on verra peut-être plus tard au chapitre 4, sinon elle est dans le livre, donc vous pourrez aller la voir. Là, mais dans le moment, je pense pas que ce soit ça qui est important. Moi, ce que je veux qu'on retienne ici, c'est que, dans le fond, on a utilisé son unité, le coulomb, pour essayer de décrire un petit peu ça serait quoi la charge d'un électron ou d'un proton. Fait qu'essentiellement, il a fait la chose à l'envers. C'est qu'on s'est dit, ben, dans un coulomb de charge,
on considère, on a mesuré, on a fait des expériences, on considère qu'un coulomb de charge, c'est à peu près équivalent à 6,24 fois 10 à la 18 fois la charge d'un électron ou d'un proton, dans ce cas-ci. Disons proton, c'est peut-être mieux parce que c'est positif. Là. Donc, si on inverse ce rapport-là, donc 1E, donc la charge élémentaire 1E, va donc être égale à 1 divisé par 6,24 fois 10 à la 18, ça donne 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs. Donc ça, c'est la charge élémentaire qu'on appelle. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'un proton aura la charge de 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs et un électron va avoir exactement cette charge-là, mais négative. Donc moins 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs. Conservation de la charge. La charge ne peut être ni détruite ni créée, elle est conservée. Un peu comme la conservation de l'énergie que vous avez vu dans votre premier cours de physique. Un peu aussi comme la conservation de la quantité de mouvement. Bien, la charge, ici aussi, ça doit être conservé. Donc, dans certaines expériences, accélérateurs de particules notamment, ça arrive qu'au début, on a un objet qui est neutre. Et là, soudainement, on aperçoit qu'il y a une particule positive qui est créée. Ben, étant donné que l'objet était initialement neutre, ben, si on crée une particule positive, il faut contrebalancer et créer aussi une négative. Donc, c'est ce qu'on explique ici. Quand une particule positive est créée, une autre négative de même charge en valeur absolue apparaît également. Ça, c'est pourquoi? Ben, c'est tout simplement pour conserver la charge. J'avais un objet qui était initialement neutre, donc après l'apparition d'un proton, d'une particule positive, pardon, il faut que je fasse apparaître une particule négative. De cette façon-là, si tu prends la positive plus la négative, ben c'est comme si ça s'annule. Globalement, ton objet demeure neutre. Donc, ça suit cette logique-là. Là. Dans quel cas est-ce qu'il va y avoir des particules qui vont être créées? Bien, dans plusieurs situations, là, notamment accélérateur de particules, collision de particules, radioactivité. Enfin, on reviendra sur ces choses-là, mais gardez en tête que la quantité totale de charge dans le système doit être conservé. On appelle ce phénomène le principe de conservation de la charge électrique, tout simplement. La charge par contact. Bon, là, c'est important de comprendre qu'en prenant deux objets, un chargé, un autre chargé, ou bien un chargé et un neutre, on peut les faire se toucher. Hein, on les met en contact l'un avec l'autre. Et là, il y aura déplacement de charge. Mais attention, c'est seulement les électrons qui se déplacent. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que les protons sont dans le noyau de l'atome. Et le noyau de l'atome, c'est très, 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 très dense. C'est très dense et ça ne peut pas se déplacer facilement. Donc, le proton, il est coincé, si vous voulez, à l'intérieur du noyau de l'atome et donc, il ne peut pas se déplacer. Ce qui n'est pas le cas des électrons. Vous savez, les électrons sont dans les orbitales autour du noyau, donc un peu plus loin du noyau. Et donc, ceux-là, ces électrons-là, ils peuvent passer d'un objet à l'autre. Autrement dit, ils ne sont pas... on s'entend, là, ils restent quand même un peu attachés à leur atome de base, mais si tu les forces, si tu leur donnes un petit incitatif là, pour se déplacer, ben, il va se déplacer. Donc, c'est pour ça que oui, on peut charger des objets, mais il y a seulement les électrons qui se déplacent. Donc, si la charge acquise est négative, ben, c'est parce que l'objet a reçu des électrons. Hein? Donc, on dit qu'il a un surplus d'électrons. Si la charge acquise est positive, on va dire alors que l'objet est en déficit d'électrons. Ben oui, parce que je viens de dire qu'il y a juste les électrons qui peuvent se déplacer, mais donc, comment on fait pour avoir un objet qui est positif? Ben, c'est tout simplement que l'objet positif, c'est un objet qui a perdu ses électrons. Il a donné des électrons à quelqu'un d'autre. Donc là, s'il était neutre au début et qu'il donne des électrons, ben, il devient positif parce qu'il est en déficit d'électrons. On le voit ici un peu en image, là, donc on avait deux objets qui étaient globalement neutres parce qu'ils avaient autant de protons que d'électrons. Et là, on voit que les électrons de l'objet de droite, ben, on les fait se toucher. Hein? Donc, les électrons de l'objet de droite peuvent passer à l'intérieur de l'objet de gauche. Et donc, ça, ce que ça fait, c'est que l'objet de gauche, il gagne des électrons. Il est donc en surplus d'électrons. Il devient donc négatif, globalement, cet objet-là. Ce qui est l'inverse de l'objet de droite. Lui, il a donné des électrons. Donc, s'il était neutre au début et qu'il donne des électrons, ben, il a perdu des électrons. Il est donc en déficit d'électrons.
il devient donc chargé positivement. Évidemment, ces dessins-là, comme ça, c'est beaucoup trop long et compliqué pour rien. Nous, ce qu'on va faire, et ce que le livre fait aussi d'ailleurs, c'est d'utiliser un dessin beaucoup plus simplifié. Hein? Donc, vous voyez, c'est juste deux objets comme ça qu'on a mis en contact. Celui qui est devenu positif, ben, c'est celui qui a perdu ses électrons. Donc, c'est celui de droite, il est devenu positif. Et celui de gauche, ben, il a reçu les électrons. Donc, lui, il est devenu négatif. Donc, ça, c'est les dessins qu'on va faire beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides. Quantification de la charge. Bon, là, comme on a dit, un électron, ça a une charge de moins E, puis un proton, ça a une charge de plus E. Mais si on regarde n'importe quel objet, ben, il faut toujours se dire que cet objet-là a une quantité entière d'électrons de plus ou de moins, dépendamment de s'il est positif ou négatif. Donc, voici un exemple ici. Un objet contenant 150 électrons et 140 protons. Donc là, déjà, comprenez qu'il y a plus d'électrons que de protons. Fait qu'on peut s'attendre que cet objet-là, ben, il ne sera pas neutre. Il va être négatif parce qu'il possède plus d'électrons que de protons et l'électron, il est négatif. Donc, le calcul pour trouver la charge de cet objet-là, ben, ce sera simplement moins 150 fois E, ça c'est la charge totale de tous les électrons, plus 140 fois E, ça c'est la charge totale des 140 protons. Donc, si on fait le total, ça donne moins 10 E. Donc, cet objet-là a un surplus de 10 électrons. Donc, il est négatif, 10 électrons. Et donc, le petit calcul qu'on vient de faire là, on peut le généraliser mathématiquement en faisant la chose suivante. Donc, c'est de dire que la charge d'un objet, Q, la charge totale d'un objet, c'est égal à plus ou moins, dépendamment si l'objet est positif ou négatif, N fois E. E, c'est la charge élémentaire que vous reconnaissez là. N majuscule, c'est quoi? C'est un élément de l'ensemble des nombres entiers naturels. Donc, ce N majuscule-là, il faut que ce soit un entier. On ne peut pas avoir de chiffre à virgule ou des fractions là-dedans. Il faut que ce soit tout le temps un entier. Donc, tous les objets qui sont chargés, ben, ils sont chargés d'un entier de fois la charge élémentaire E. Rajoutez un plus ou un moins en avant si c'est positif ou négatif, bien entendu. Ce qui nous amène à faire la différence entre ce qu'on appelle des isolants et des conducteurs. Je commence ici avec l'isolant, c'est la colonne de gauche, et puis on va décrire les conducteurs dans la colonne de droite. Donc, dans le cas des isolants, qu'est-ce qui se passe pour que cet objet-là soit un isolant? Bien, dans le cas d'un isolant, c'est un matériel particulier pour lequel les électrons sont fortement attachés à l'atome. Tantôt, je vous ai dit qu'il y a des électrons qui sont dans les orbitales, puis ils peuvent s'enlever facilement. C'est une demi-vérité parce que ça dépend de quel atome on parle. Certains atomes vont attirer très fortement leurs électrons, même s'ils sont dans les orbitales un peu plus loin. Et donc, ces électrons-là, ils ne voudront pas s'en aller. Et donc, un électron qui est très attaché à un atome, ben, c'est les caractéristiques d'un isolant. Parce que là, soudainement, si les électrons sont très attachés, ben, ils ne peuvent pas circuler facilement. Donc, ils ne peuvent pas être transmis d'un objet à l'autre. Ils peuvent l'être un petit peu, mais c'est très difficile. C'est le cas, par exemple, du plastique, du verre et du bois. Si on le met en dessin ici, on a un objet qui était chargé initialement négativement, un autre objet qui est neutre. Hein? Quand on dessine pas de charge, ça veut dire que l'objet est neutre. Si je touche ces deux objets-là ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Bien, il va y avoir peut-être juste un petit peu de charge qui va traverser, qui va se transférer à la deuxième sphère, mais pas beaucoup. Parce que, globalement, les charges, ils ne veulent pas se déplacer, donc ils ne veulent pas se répartir uniformément, là. Donc, c'est ce que ça donne. Hein. Comprenez bien qu'un isolant, c'est pas un isolant parfait. On peut quand même arracher des électrons et les donner d'un objet à l'autre, mais c'est juste beaucoup plus difficile. Ça ne se fait pas naturellement. Contrairement aux conducteurs. Dans le cas des conducteurs, ben, c'est l'inverse. Hein? C'est que les électrons sur les orbitales plus loin du noyau sont faiblement attachés à leur noyau, donc ils peuvent facilement être transmis d'un objet à l'autre. Puis ça se fait tout seul. La charge circule facilement à la surface. Oui, c'est important à la surface. Pourquoi on dit à la surface, puis pourquoi pas à l'intérieur? Ben, c'est parce que gardez en tête que les électrons entre eux se repoussent. Chaque électron qui peut se déplacer se repousse mutuellement. Donc ça fait que si les électrons peuvent facilement
se déplacer sur un objet, parce que l'objet est conducteur, ben, ils vont se répartir le plus loin possible les uns des autres, parce qu'ils se poussent naturellement et ils subissent tous des forces de répulsion électrique entre eux. Et donc, c'est pour ça qu'on observera là, la répartition des charges à la surface. C'est l'exemple, le meilleur exemple des conducteurs, c'est les métaux. Hein, donc, vous voyez un autre exemple ici. On avait une sphère, deux sphères conductrices en métal. Là. Donc, on avait une première sphère ici qui est négative. Hein, donc, comme vous pouvez voir, toutes les petites charges négatives se repoussent les unes sur les autres. C'est pour ça qu'ils se répartissent sur la surface. L'autre sphère était positive. Il se passe la même chose ici. Là. On s'entend, on est en déficit d'électrons, mais il y a des électrons quand même. Ce qui fait que globalement, la particule la sphère est positive, mais il y a des électrons quand même. Puis là, il se passe la même chose. Les électrons se repoussent de telle sorte qu'elles se regroupent sur la surface. Mais vu qu'il manque des électrons, ben, on les dessine en positif. Bon, c'est un peu l'iconographie qu'on a choisie. Là. Et donc, bref, si on colle ces deux objets-là ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu as les charges négatives en surplus de la sphère de gauche qui va venir combler le manque d'électrons de la sphère de droite. Mais malgré ça, il va y avoir un surplus de charges négatives ici. Si on les compte rapidement, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 charges négatives pour 4 charges positives. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe qu'on va prendre 4 charges négatives pour venir annuler, si vous voulez, les charges positives qui sont là, pour combler les 4 électrons qui manquaient ici. Fait qu'un coup qu'on enlève 4 électrons ici de notre sphère qui en avait 12, ben il me reste maintenant 8 électrons en surplus que je devrais diviser également sur les deux sphères. Pour la même raison, les électrons se repoussent entre eux, donc ils veulent s'éloigner le plus possible les uns des autres. Donc c'est pour ça qu'ils vont se décomposer, se répartir le plus uniformément possible sur les deux sphères. Donc, s'il me restait 8 électrons en surplus, ben, je vais en avoir 4 sur la sphère de gauche, 4 sur la sphère de droite. Et donc, quand j'aurai décollé les sphères, ben, les deux sphères vont maintenant être chargées négatives. Petite matière à réflexion ici. Est-ce qu'il est possible d'attirer un objet neutre avec un objet chargé? La réponse ici va peut-être surprendre, mais oui, c'est possible. C'est possible et voici pourquoi. Donc, j'ai un objet chargé négativement ici que j'approche d'un conducteur. Il faut que ce soit un conducteur, sinon ça ne marche pas vraiment. Là. Donc, j'ai un conducteur ici. Mon objet conducteur ici, on a dessiné des charges, mais remarquez qu'il est neutre parce qu'on a dessiné autant de charges positives que de charges négatives. 4 et 4. Donc, ça, cet objet-là est neutre. Mais alors, pourquoi on a séparé les plus et les moins comme ça? C'est à cause des forces électriques faites par l'objet chargé. L'objet chargé est négatif. Si lui, il est négatif, ça veut dire que les électrons contenus dans la sphère conductrice ici vont se sentir repoussés par l'objet chargé. Donc, ils vont se déplacer puis ils vont s'accumuler sur la surface de droite. Et à l'inverse, donc si les charges se sont accumulées sur la surface de droite, ça veut dire qu'il y a un petit déficit d'électrons local sur la surface de gauche. Donc, la surface de gauche devient positive pour cette raison. Et là, ce qu'il faut comprendre, on n'a pas vu encore l'équation pour la force électrique, on le fera dans la section suivante, mais il faut comprendre que la force électrique est inversement proportionnelle à la distance qui sépare la tige qui contient les charges et la charge qui se fait repousser ou attirer. Donc là, ce qui se passe, c'est que la surface de gauche de la sphère qui est positive, elle est relativement proche de la tige, donc elle va subir une grande force électrique d'attraction parce que les plus se font attirer par les moins. Et à l'inverse, la surface de droite, qui elle est négative, va se sentir repoussée parce que les moins repoussent les moins. Donc la surface de droite se fait repousser vers la droite, mais regardez ici la grandeur de la flèche, elle est beaucoup plus petite. Ça veut dire que cette surface-là subira une moins grande force électrique parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, la force électrique est inversement proportionnelle à la distance qui sépare la tige de l'objet ou la surface là, qui va subir la force électrique. Et donc, à cause de ça,
cette force-là de répulsion est plus petite que la force d'attraction. Donc, si j'additionne cette force-là avec cette force-là, le résultat sera une force nette vers la gauche. Donc, résultat, cette sphère-là va se sentir attirée vers la gauche, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on explique ici dans le texte, mais je viens de l'expliquer, donc je ne le relirai pas. C'est ça qu'on appelle le phénomène d'induction électrostatique. Voilà. Voici d'autres exemples. Donc, c'est le même concept, mais avec d'autres exemples un peu différents. Là. Donc, ici, j'ai deux sphères conductrices en métal et elles sont déposées sur des socles en bois. Donc, les charges ne peuvent pas passer là, à travers le socle en bois ici. Donc, mes deux sphères sont initialement neutres. Et là, ce que je fais, c'est que j'approche une tige négative par la gauche. Et là, ce qui se passe, c'est, comme on a vu tantôt, puisque ma tige est négative, ça va repousser les électrons qui sont à l'intérieur de mes deux sphères de métal. Donc, ces électrons-là vont vouloir se déplacer le plus possible sur la surface de droite parce qu'ils se sentent repoussés de la tige de gauche. Et donc, localement, il y aura un petit déficit d'électrons ici sur la surface de gauche. Donc, cette surface-là va devenir localement positive. Mais globalement, on s'entend, je n'ai pas rajouté des charges. Ça reste neutre, l'ensemble de mes deux sphères, parce que 4 électrons, 4 charges négatives, positives, ça reste globalement neutre. Après ça, on voit que je peux séparer les deux sphères. Si je fais ça, j'ai comme forcé la séparation des électrons qui s'étaient accumulés à droite ici et le manque d'électrons ici à gauche. Et donc, globalement, après ça, si j'enlève la tige, j'aurai finalement deux sphères qui seront chargées différemment. Grâce à l'induction électrostatique, j'aurai chargé la charge de A positive et la sphère de B négative. Voilà. Voici un autre exemple. On peut le faire avec une seule sphère. Toujours une sphère conductrice en métal sur un socle en bois. J'approche une tige négative, donc comme tantôt, les électrons se sentent repoussés, donc ils vont s'accumuler sur la surface de droite. La surface de gauche, il y a un petit déficit local d'électrons, donc ça devient positive. Après ça, l'astuce, c'est de venir brancher avec un fil électrique qui conduit le courant, donc on vient brancher la surface de droite de la sphère à la Terre. Une mise à la Terre, là, vous voyez ça comme étant un grand réservoir qui est capable d'accumuler là, pratiquement une infinité d'électrons. Quand on fait ça, les électrons, ils vont naturellement vouloir continuer de s'éloigner de la tige. Hein, on le rappelle, on veut s'éloigner le plus possible de ça. Donc, ce qu'ils vont faire, étant donné que mon fil est conducteur, les électrons peuvent passer dans le fil conducteur et ils vont s'en aller comme ça à la Terre. Dans la Terre, dans notre grand réservoir. De telle sorte qu'après ça, si je décide d'enlever mon fil électrique, et je pourrais enlever la tige, là, j'ai réussi à charger de cette façon-là ma sphère de façon positive. Et pour terminer, on va se laisser sur deux petites vidéos qui démontrent un petit peu là, le phénomène d'induction électrostatique. Donc, voici le premier. J'ai essayé de diminuer le son le plus possible parce que ça fait un son assez désagréable. Donc, ce que vous avez ici, c'est un bout de fourrure qui est déposé sur un générateur Van de Graaff. Donc, essentiellement, le Van de Graaff, qu'est-ce que ça fait? Ça génère des charges électrostatiques. Donc, un peu comme les sphères là, qu'on vient de voir là, dans la théorie. Donc, je vais faire jouer la vidéo. Vous allez voir, il se passe quelque chose de particulier. On le regarde un petit bout. Donc, vous voyez, tous les poils de la fourrure se mettent à se dresser. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que la sphère devient chargée négativement, transmet des électrons à la fourrure. La fourrure devient chargée en électrons de telle sorte que chaque petit poil que vous voyez là devient rempli d'électrons et les électrons se repoussent les uns par rapport aux autres. Et donc, le résultat de ça, c'est que tous les poils veulent s'éloigner des uns des autres et ça fait que finalement, ça donne cette chose-là. Jusqu'à temps que... Et hop, et voilà, elle est partie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que
Il y avait trop de charge. Là, la fourrure était très chargée négativement. La sphère, bien évidemment, elle continue d'être négative, elle transfère des charges. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que les charges négatives étaient rendues tellement présentes, tellement nombreuses, que la force de répulsion électrique entre la sphère et la fourrure était rendue plus grande que la force gravitationnelle. Fait que la fourrure s'est juste envolée, tout simplement. J'ai un autre exemple ici. Vous savez que j'aime beaucoup les chiens. Donc, un exemple avec un chien. On peut charger notre chien avec une couverture. C'est ce qu'on voit ici. It's a little dry. And he's getting buffed and seems to enjoy it. It's a little dry here. It's Bon, OK. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, c'est essentiellement la même chose, là. Quand on frotte le chien avec une couverture, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a chargé le chien. On lui a transmis des électrons. Et donc, il y a un surplus d'électrons en lui qui se propage dans tous ses poils. Et là, les poils remplis d'électrons se repoussent les uns les autres le plus possible. Donc, ça fait dresser les poils comme vous voyez là. Et bref, c'est assez amusant. Bon, on se laisse là-dessus. À très bientôt pour la section 1.2.